Alors, nous accueillons maintenant Madame Anne-Sophie Doré du Centre québécois du droit de l'environnement. Madame Doré, vous savez que vous disposez de 10 minutes, alors je vous invite à bien vous présenter et immédiatement par la suite commencer votre exposé. Parfait. Merci, Madame la Présidente. Donc, d'abord, je me présente, Anne-Sophie Doré, avocate au Centre québécois du droit de l'environnement. Donc, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, merci de me recevoir aujourd'hui dans le cadre de vos travaux sur le projet de loi 103. D'abord, je me permets de présenter rapidement le Centre québécois du droit de l'environnement. Donc, le CQDE est le seul organisme de bienfaisance spécialisé en droit de l'environnement au Québec. Sa mission est de mettre son expertise juridique au service de la population et de la protection de l'environnement. Donc, pour ce faire, le CQDE offre de l'information juridique, entreprend des actions judiciaires, en plus, bien sûr, de se prononcer sur des réformes législatives et réglementaires. Donc, les commentaires du CQDE sur le projet de loi 103 reposent principalement sur deux aspects, à savoir l'importance d'assurer un meilleur accès à l'information possible, autant d'un point de vue de protection de l'environnement que d'un point de vue d'allègement administratif, et l'importance de clarifier et de modifier certaines propositions du projet de loi afin de s'assurer que l'objectif du projet de loi soit vraiment respecté. Donc, d'abord, en matière d'accès à l'information, l'article 70 du projet de loi 103 qui propose de modifier l'article 15 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles semble être un recul évident. Cet article propose de limiter les personnes qui peuvent avoir accès aux documents déposés dans un dossier de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Par analogie, et bien que nous comprenions que la CPTAQ est un organe administratif et non un tribunal, cette modification a le même effet que si les documents déposés au dossier des tribunaux devenaient accessibles seulement aux parties. Il ne semble y avoir aucune justification à une telle réduction de la transparence des travaux de la CPTAQ, bien au contraire. La tendance générale des instances publiques est d'augmenter la transparence de l'État et non de la réduire. Cette modification nous apparaît donc clairement problématique. En plus des enjeux démocratiques et de participation du public que soulève un accès restreint à l'information, il importe également de rappeler que l'objectif de ce projet de loi est de réduire le fardeau administratif. Or, si les documents ne sont plus d'emblée accessibles, il sera nécessaire de procéder par une demande d'accès à l'information afin d'obtenir les documents. Certains ministères peinent déjà à répondre à l'abondance des demandes d'accès à l'information dans les délais impartis. De fait, il n'est pas rare que les dossiers se retrouvent devant la Commission d'accès à l'information. Bien qu'il soit réaliste de penser que ce ne sont pas toutes les personnes qui entreprendront de telles démarches, celles-ci peuvent entraîner plus de coûts et plus de lourdeur administrative que de simplement donner accès à l'information en premier lieu par l'effet de la loi. Enfin, en aucun cas, un régime d'accès à l'information dit plus permissif ne devrait être considéré comme une erreur à corriger, mais devrait plutôt servir d'exemple afin d'améliorer l'accès à l'information en d'autres domaines. Ensuite, certaines modifications législatives qui sont proposées par le projet de loi semblent ne pas s'inscrire dans l'objectif d'allègement du fardeau administratif. En effet, certains articles du projet de loi proposent des modifications qui pourraient avoir des effets beaucoup plus larges et qui, sans modification en profondeur des lois, peuvent entraîner des conséquences importantes pour l'équilibre des lois dans lesquelles s'inscrivent ces articles. Différentes modifications de la loi sur la protection des territoires et des activités agricoles nous semblent ainsi injustifiées. À ce titre, les articles 76 et 77 du projet de loi 103 qui proposent respectivement de modifier l'article 66 de la LPTAA et d'y insérer l'article 66.1 semblent ouvrir la porte à des mesures de compensation lorsque le gouvernement choisit d'exclure des zones agricoles certains lots. La mise en place d'une telle mesure peut avoir des effets importants sur la protection des terres agricoles et ne devrait pas être envisagée dans le contexte actuel d'une réforme portant sur l'allègement administratif. Le CQDE met par ailleurs en garde le législateur contre la tentation d'ajouter des mesures de compensation financière dans le régime de protection des terres agricoles, et même si celles-ci s'appliquaient dans un contexte limité. L'évitement de la perte de terre devrait toujours être le moyen privilégié de protéger le territoire agricole. La mise en place de mesures de compensation peut avoir des effets pervers, notamment en diminuant l'impression de risques liés aux pertes. Une compensation monétaire ne peut adéquatement remplacer des territoires. À titre comparatif, force est de constater qu'à elle seule, la compensation n'est pas suffisante pour générer un effet dissuasif pour prévenir les atteintes et les pertes de milieux humides et hydriques. C'est un régime qui a été établi dans le cadre de la loi sur la qualité de l'environnement et qui, malheureusement, peine à créer des effets positifs à l'heure actuelle.
De la même manière, les articles 67 et 68 du projet de loi devraient être retirés ou largement modifiés comme ils vont au-delà de l'allègement réglementaire. De telles modifications législatives ne devraient pas être incluses sans balise claire. Le CQDE invite également le législateur à revoir ou à retirer certaines modifications qui sont proposées à la loi sur les mines et qui viennent affaiblir la protection du territoire. Pour l'heure, le projet de loi 103 propose notamment de modifier la loi sur les mines afin de supprimer les permis de prospection et ces permis ne sont remplacés par aucun autre document officiel qui permet de soutenir l'affirmation qu'une personne prospecte véritablement un territoire sur lequel il se trouve. La modification du projet de loi qui est proposée par le projet de loi 103 ne prévoit donc aucune création d'un mécanisme de contrôle plus efficient. Le législateur se limiterait à retirer au gouvernement toute forme de contrôle et de suivi concernant les activités de prospection et laisse ainsi le champ libre à toute personne de prospecter le territoire sans assurer aucun suivi. Cette modification soulève des enjeux de cohabitation sur le territoire et compromet la capacité de l'État à assurer son devoir d'harmonisation des différents usages qui en sont faits. D'ailleurs, je le mentionne également, ce sont des sujets qui sont l'objet d'une conversation nationale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Donc, les enjeux aussi de cohabitation et d'harmonisation du territoire sont l'objet de cette conversation-là. Et on peut s'attendre à ce qu'il y ait différentes modifications législatives qui découlent de ce chantier-là. Donc, il nous apparaît un peu contre-productif aujourd'hui de procéder à des modifications législatives qui seraient revues dans un bref échéance. Dans ce contexte-ci, le CQDE estime que le gouvernement devrait plutôt conserver la capacité de contrôle d'effectuer le suivi des activités de prospection, y compris en resserrant les conditions d'obtention, comme c'est le cas notamment en Ontario. Prévoir en amont certaines caractéristiques du projet, notamment, et c'est pas le moindre, l'acceptabilité sociale des projets, ne peut être que positif pour les communautés, le gouvernement et le promoteur. Donc, c'est dans ces articles-là devraient être retirés du projet de loi et devraient plutôt être réfléchis dans le cadre de réformes législatives plus en profondeur. Cela permettrait de mettre en place les balises nécessaires afin que les modifications n'aient pas de contre-coup important, autant pour l'administration, pour la protection du territoire, que pour la protection de l'environnement. Donc, merci et je me prépare pour la période d'échange. Parfait. Merci, Madame Doré. Alors, nous allons effectivement commencer la période d'échange avec la ministre. Alors, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour, Madame Doré. Enchantée de faire votre connaissance. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour qu'on puisse être éclairé sur vos positions par rapport au projet de loi 103 qui vise justement l'allègement réglementaire et administratif pour aider les entreprises à être plus performantes et justement se concentrer davantage sur leurs activités. C'est pour ça que c'est porté par le MEI. Effectivement, on veut aider les entrepreneurs à être plus performants. Je vais y aller rapidement. Je vais essayer de faire plusieurs questions. Mes collègues vont avoir des questions à vous poser aussi. Je veux revenir sur la notion de restreindre les documents nature stratégique. J'ajoute nature stratégique pour qu'on puisse bien visualiser aussi un jeune entrepreneur, un jeune agriculteur qui arrive avec un projet innovant, qui a des compétiteurs autour de lui, puis il y a une belle structure, mais évidemment, il veut garder certains documents de nature stratégique. Expliquez-moi en quoi ça peut être. Vous dites vraiment que c'est un recul évident, là. Bien, en fait, c'est pas clair que c'est ça l'intention dans la façon que le projet de loi est rédigé à l'heure actuelle. Donc, si c'est vraiment l'intention, c'est de simplement restreindre l'accès à, par exemple, des documents là, sur une particularité d'un projet pour la compétitivité, bien, c'est possible d'avoir une exception qui est beaucoup plus restreinte que ce qui est proposé à l'heure actuelle. Je vous donne l'exemple dans la loi sur la qualité de l'environnement. Ce qui a été proposé dans la dernière réforme, c'est que tous les documents sont d'office rendus accessibles. Puis il y a certaines exceptions qui sont très, très précises. Et je pense que c'est une formulation qui gagnerait à être bonifiée si vraiment l'objectif est très précis à ce niveau-là. Mais la formulation actuelle nous semble trop large, puis il va faire en sorte qu'il y a des documents autres qui sont nécessaires
nécessaires, puis qui devraient continuer à avoir un accès, puis qui vont être retirés de l'accès à l'information facile. Donc, si c'est vraiment votre intention, il faudrait peut-être simplement revoir la formulation actuelle. Parce que dans la formulation actuelle, c'est vraiment les MRC, la CPTAQ, les villes ont accès à ces documents-là. C'est juste la compétition, donc ce qui est autre n'aurait pas accès à ces documents-là. Bien, les citoyens non plus, il n'y aurait plus accès. Puis si c'est vraiment juste une question de compétitivité, c'est possible dans ce cas-là de viser certains documents sans que ce soit l'ensemble de la documentation qui est déposée au dossier de la CPTAQ qui soit retirée. OK. Maintenant, pour le principe de compensation. En fait, actuellement, le ministre a déjà ce pouvoir discrétionnaire-là, peut agir, et il le fait très peu souvent, mais peut agir par décret. L'idée derrière cette mesure-là, c'est justement de cristalliser, donc de faire en sorte que le gouvernement a le désir de compenser. Est-ce que vous le voyez comme ça? Et si vous le voyez comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui peut être intéressant, justement, à glisser dans le projet de loi? Bien, il y a vraiment plusieurs enjeux à ce niveau-là. C'est que je comprends que c'est déjà des mesures qui ont déjà été mises en place, là, notamment à Beauharnois avec le centre de données Google. Cependant, il n'y a pas de balises qui sont suffisantes en ce moment. Puis il y a un risque quand même qu'on glisse vers une compensation financière qui soit plus automatique quand justement on l'ajoute de façon précise dans une loi. Donc nous, on est vraiment inquiets de voir que justement ça s'inscrit simplement dans un ajout très bref puis sans balise claire de comment est-ce que cette compensation-là serait utilisée. Il manque de prévisibilité pour qu'on soit satisfait de la formulation actuelle. Puis justement, je le mentionnais, il y a dans certaines lois qu'on a déjà inclus des principes de compensation, puis malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'on finit par payer des montants puis à perdre des territoires qui devraient être davantage protégés. Donc, on a des inquiétudes à ce qu'au final, on arrive avec ce résultat-là avec les territoires agricoles si on n'a pas ces balises-là qui sont également ajoutées. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est peut-être pas opportun aujourd'hui de l'ajouter dans une perspective d'allègement réglementaire administratif, considérant les contre-coups qui sont possibles à cet ajout-là. Donc, nous, on vous suggère de prendre davantage votre temps pour mettre en place ces balises-là, pour bien expliquer est-ce que ce sera de la compensation avec d'autres terres agricoles? Est-ce que c'est vraiment de la compensation financière qui est visée? Si c'est une compensation financière, dans quelles circonstances, en vertu de quel barème? Nous, on estime qu'il manque de précision pour que ce régime-là soit inclus tel quel dans la loi en ce moment. OK. Je vous lis bien, vous n'êtes pas défavorable à la compensation. Vous vous interrogez sur la nature. Est-ce qu'elle serait de nature financière, pécuniaire? Est-ce qu'elle serait de nature, justement, des terres? Donc, d'avoir plus de précision, mais vous n'êtes pas contre le principe de compensation, que ce soit fixé dans la loi. C'est beaucoup plus clair et ça démontre la volonté du gouvernement de le faire. Est-ce que je vous lis bien là-dedans? Je précise quand même que au niveau de la compensation financière, ça s'agit vraiment d'un dernier recours, puis que nous, on estime que même ça ne devrait pas être inclus dans la loi une compensation financière, ça devrait vraiment être davantage, on fixe une compensation en termes de terres agricoles pour assurer qu'il y a une protection des terres puis qu'on ne perde pas des lots de manière disproportionnée parce qu'on crée justement ce régime de compensation-là qui pourrait être utilisé plus largement, même si l'intention aujourd'hui n'est pas celle-là. Ça peut être dangereux de l'inclure si largement dans la loi. La compensation, ça doit vraiment être le dernier recours. Il faut d'abord éviter de retirer des terres, puis ensuite, essayer de limiter les impacts en justement s'assurant qu'il n'y ait pas de perte de superficie. Okay. Toujours dans le domaine agricole, là, c'est sûr que c'est un gros morceau, vous comprendrez, du projet de loi. Il y en a d'autres, mais mes collègues vont avoir des questions. Est-ce que vous croyez que de favoriser le morcellement à des fins agricoles pourrait aider des nouveaux modèles d'affaires, des nouveaux entrepreneurs, de la relève aussi? Donc, on parle d'allègement réglementaire et administratif justement pour aider les entrepreneurs à être plus actifs, à créer de la richesse, je le disais au début. Donc, est-ce que vous croyez que le morcellement peut aider à cet égard-là?
Bien, comme on le mentionne dans notre tableau là, sur les commentaires précis sur les articles, le CQDA n'est pas défavorable à l'idée de favoriser la diversité des modèles agricoles. Cependant, nous, on estime que la formulation telle qu'elle a donc modifié l'article 1.1 de la façon qui est actuellement proposée, c'est trop faible parce qu'il y a le risque de morcellement, mais aussi de l'exclusion au final des terres agricoles qui sont morcelées. Donc, par exemple, s'il y a des difficultés de viabilité économique de ces entreprises-là, puis finalement, on fait juste exclure des territoires agricoles avec justement des maisons qui s'ajoutent sur ce morcellement de terres agricoles-là, c'est un enjeu. Donc, nous, on vous propose, si vous souhaitez le garder tel quel, à tout le moins ajouter justement une précision pour dire que la vocation agricole des terres doit être conservée si le morcellement est autorisé, dans une perspective justement de peut-être réinclure plus facilement ces terres-là dans un lot plus grand et de s'assurer que l'objectif est en effet de respecter, de soutenir des entreprises agricoles. Par contre, je le mentionne, c'est un allègement, mais c'est aussi une réflexion qui mérite d'autres bonifications puis d'autres ajouts puis qui nécessiterait d'autres réformes au niveau de la loi pour que justement on puisse avoir une relève agricole forte, mais qui assure une protection des territoires agricoles à la fois. Okay. Ma dernière question, est-ce qu'à quelque part dans le projet de loi, il y a quelque chose qui vous fait dire que la CPTAQ perd son rôle de gardienne des terres agricoles? Je n'irais pas jusqu'à dire perd son rôle de gardienne des terres agricoles, mais il y a quand même des modifications qui sont importantes. Donc, notamment là, quand on change, si je ne me trompe pas, c'est l'article 68 là, du projet de loi qui vient quand même changer la fonction de la Commission de la protection des terres agricoles, qui indique aussi qu'il faut favoriser dans une perspective de développement durable, la protection, le développement des activités des entreprises agricoles. Il y a quand même une modulation là, de ses fonctions puis de ses activités. Puis encore une fois, on se posait la question, est-ce que c'est vraiment un allègement réglementaire administratif ou est-ce qu'on va plus loin puis qu'on n'entreprend pas une forme de réforme même de la loi sur la protection du territoire agricole? Ça semble banal, mais ça peut avoir des effets qui sont beaucoup plus larges. Donc, nous, on se questionnait sur l'opportunité, en fait, de l'inclure dans ce projet de loi-ci plutôt que dans un projet de loi qui porterait vraiment sur la loi sur la protection des territoires agricoles. Le projet de loi a été pensé aussi avec l'idée très arrêtée de relancer l'économie. Vous savez, on a tous vécu la même chose dans les derniers mois. Donc, à partir du moment où il y a des irritants dans certaines lois, c'est pour ça qu'on a fait un omnibus. Parce que je vous apprends rien, vous savez très bien ce que c'est. Donc, le fait de glisser certains irritants qui vont aider, qui vont permettre justement une relance surtout en autonomie alimentaire, une relance plus saine, plus rapide aussi. C'est comme ça que ça a été pensé. Mais je vais laisser... merci beaucoup. C'est Mme Doré, c'est ça? Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je vais laisser, si vous me permettez, la parole à mon collègue. Oui. Alors, la parole est au député de Saint-Jérôme. Il vous reste 5 minutes 50 secondes. Ah oui, d'accord. Merci, Mme la Présidente. Bonjour, Mme Doré. Merci de votre participation. Je vais essayer un peu de faire du pouce là, sur les conversations que vous avez eues avec la ministre. J'essaie de voir, là, puis vraiment, je me suis posé un peu la même question avec Équiterre juste avant vous. Le risque d'exclusion par morcellement, pour nous, c'est vraiment de favoriser l'innovation, la relève agricole, acquérir, par exemple, un petit lot pour développer des nouvelles façons de faire. Puis on veut certainement pas que ça mène à de l'exclusion. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le mécanisme par lequel le morcellement peut se retrouver finalement à donner de l'exclusion du territoire agricole? Je veux bien comprendre. Mm-hmm. Bien, en fait, simplement, c'est le principe que si on morcelle... Bon, puis je pense que l'UPA vous en a parlé également, s'il y a des habitations qui sont construites sur ces terres qui ont été morcelées. Donc, on perd quand même une partie de l'eau, mais c'est surtout l'enjeu vient ensuite, est-ce qu'il y a la viabilité économique de ces entreprises-là qui s'établiront sur ces lots-là, qui vont être morcelés?
seront assurés et est-ce que si ce n'est pas le cas, est-ce que ça fera en sorte que tous ces lots-là vont finalement faire une demande d'exclusion parce que justement, il y a des familles qui se sont établies sur ces terres agricoles-là, qui veulent conserver leur maison, leur terrain, donc qui vont finalement demander une exclusion des terres agricoles. Je comprends. Simplement la résidence, le fait d'établir une résidence, par exemple, pour une famille qui utilise ces terres agricoles, est-ce que c'est pas indissociable, dans le fond, de la nature agricole? C'est-à-dire qu'on peut pas dire, ben on va se construire une grosse maison, puis après ça, on va vendre la maison à quelqu'un qui n'utilisera pas la terre à des fins agricoles pour l'exclure. Est-ce que c'est ça le risque? Bien, c'est quand même un risque, mais c'est surtout, en fait, le risque vient surtout du fait qu'on inclut cette modification-là, mais sans balise supplémentaire ou sans avoir de support justement pour assurer que ces nouvelles entreprises-là, ces nouveaux modèles agricoles-là aient d'autres éléments pour soutenir la viabilité des entreprises. Parce qu'au final, bien entendu que c'est intéressant d'avoir des activités agricoles qui se diversifient, mais Là, je trouve ça intéressant. il faut qu'on... Là, je m'excuse, hein, je vais un peu vite, mais c'est parce qu'effectivement, moi, ma compréhension, c'est que la CPTAQ a ce rôle d'éviter que, par la vente, on supprime le caractère agricole d'une terre. Là. Cette exclusion-là, elle n'est pas au bon aloi du détenteur du lot. Alors que si c'est une question de viabilité financière, bien là, justement, pour juger de la viabilité financière, on a besoin d'informations de nature financière de la part des promoteurs ou de la municipalité, mais évidemment, c'est une nature financière, c'est un peu comme, je veux dire, la fuite chez Desjardins de données très, très sensibles, ça aide pas la démocratie, là, on s'entend. Donc, il y a quand même une nature sensible à certaines informations qu'on demande de la part de la CPTAQ à des promoteurs. Si on veut les obtenir pour juger de la viabilité financière du projet, bien là, on revient un peu à l'article 70. Fait que c'est pour ça que je trouve qu'on a de la misère, dans le fond, à protéger sur tous les fronts. C'est vraiment une question d'équilibre. Là. On cherche avec tout le monde comment établir cet équilibre pour que ce soit à la fois la préservation du territoire agricole, puis à la fois la possibilité de voir des nouveaux modèles émerger. Là, j'aurais peut-être une question sur un autre volet. Je pense pas que vous en avez parlé, mais corrigez-moi si je me trompe. On souhaite, en abolissant, dans le fond, la loi sur le rembourrage, permettre notamment l'utilisation de matériaux recyclés dans le rembourrage, dans une perspective d'économie circulaire. Il y a toute une filière qui ne demande probablement qu'à être développée. Moi, je pense à un organisme d'insertion professionnelle chez nous qui serait sans doute intéressé, alors qu'à l'heure actuelle, l'interdiction qui est présente fait qu'on n'utilise que des matériaux neufs. Pour vous, est-ce que ça peut être intéressant en termes, par exemple, d'une filière de recyclage des produits textiles? En effet, on n'a pas fait de commentaires sur cette partie-là du projet de loi. C'est évident que, de manière générale, il y a certains freins qui sont déjà dans différentes lois, notamment la loi sur la qualité de l'environnement et ses règlements connexes qui limitent les possibilités d'économie circulaire. Si on peut le faire dans une perspective qui est réaliste, qui assure vraiment la protection de l'environnement et la réutilisation de ces produits-là, on ne s'oppose pas à ces mesures-là. Puis, juste un petit commentaire en terminant, parce qu'il me reste plus de temps, mais pour ce qui est des compensations, peut-être juste là, vous rassurer, moi, ce que je comprends, c'est que c'est vraiment exceptionnel quand le gouvernement, dans le fond, impose un projet, détermine des compensations. Ce que j'ai compris, c'est que depuis 43 ans, ça s'est utilisé seulement 20 fois. Donc, c'est vraiment très exceptionnel. Puis, à l'heure actuelle, c'est que c'est fait en plusieurs décrets. Donc, on perd en termes de temps, puis en termes aussi de transparence. Là, on n'a pas la même information dans le même décret. C'est un peu la problématique d'allègement qu'on cherche finalement à régler, là, puisque vous aviez soulevé la question. Mais c'était une information que je voulais vous transmettre. Bien, merci beaucoup, Mme Doré. Merci. Alors, merci. Nous poursuivons cette fois-ci avec le député de Néligan. Merci, Madame la Présidente. Premièrement, Maître Doré, merci pour votre rapport. Un travail rigoureux, une analyse article par article. Je pense que vous avez fait un travail minutieux. Merci de nous aider parce que parfois on cherche d'autres lunettes
pour lire le projet de loi et avoir un bon portrait. Donc, je tiens quand même à prendre quelques minutes pour vous remercier et remercier votre équipe et leur transmettre nos remerciements par rapport à la qualité de ce rapport. J'apprécie. Première question, et c'est en lien avec l'analyse que vous faites à l'article... je vais juste voir parce que je l'ai ici... L'article 20 de la loi, en fait, je commence avec la loi sur les mines. Vous recommandez de retirer les articles 20 et 21 et tout article qui a un impact sur l'existence des permis de prospection. Cet outil devrait être revu et bonifié, notamment afin d'assurer la formation des prospecteurs en matière d'acceptabilité sociale. J'ai entendu presque le même commentaire ailleurs au niveau des permis de prospection. Votre crainte que l'article 20 et 21, ce n'est pas de l'allègement réglementaire, c'est plus autre chose où on ouvre la porte. Est-ce que je me trompe dans cette lecture ou vous partagez ma lecture de la porte que ouvrent les permis de prospection? Ben, c'est évident que nous, on estime que ça devrait être conservé, les permis de prospection, puis même bonifié parce que ça peut avoir une utilité beaucoup plus large que qu'est-ce qui est le cas en ce moment dans la loi sur les mines. De retirer ces permis-là, ça fait quand même en sorte qu'on accentue là, le principe du free mining, là, d'avoir l'impression en fait que le territoire est plus ouvert à l'exploitation minière. Puis on comprend que le gouvernement souhaite accentuer l'exploitation minière, mais dans ce contexte-là, nous on demande à ce que ce soit resserré. Puis justement, l'Ontario a un cadre législatif qui est très intéressant, puis dont on devrait s'inspirer pour avoir des permis de prospection qui ont davantage d'utilité que ce qui est le cas dans la loi sur les mines à l'heure actuelle, et un encadrement plus efficient aussi, et notamment pour la protection de l'environnement, de toutes les activités d'exploration minière. Donc, c'est dans cette perspective-là que nous, on recommande plutôt que cet outil-là soit bonifié. Puis, je le mentionnais d'entrée de jeu, c'est de travailler sur l'acceptabilité sociale des projets avant que ceux-ci se réalisent. C'est positif pour tout le monde, tous les acteurs, toutes les parties prenantes. Je vous le mentionne rapidement, mais je trouvais que c'était un exemple qui était super intéressant quand j'ai vu ça dans les médias aujourd'hui. Hydro-Québec qui a eu un référendum négatif là, aux États-Unis, puis que l'acceptabilité sociale de son projet est remise en question, bien, ça le retarde le projet. Donc, on devrait le travailler en amont, puis travailler avec la communauté pour assurer la protection du territoire, la protection de l'environnement, puis le respect de la participation du public. Oui, et c'est quelque chose que je partage à 100%. 2021, ne pas travailler sur l'acceptabilité sociale, c'est comme se tirer un balle dans le pied. Vous avez raison. Je vous ramène à l'autre proposition. Là, je suis un peu étonné, mais je veux juste vous poser la question pour comprendre. Vous dites que prolonge d'un an la première durée de validité d'un claim, passant de 2 à 3 ans. Ce changement qui peut se justifier par plusieurs facteurs, dont la pénurie de main-d'œuvre en exploration minière et la complexité des activités à réaliser suivant l'obtention d'un claim. Donc, vous êtes quand même pour que la première soit de 2 à 3 en fonction de ce que vous évoquez, mais vous précisez que vous voulez qu'il soit accompagné d'une hausse conséquente du montant des droits fixés par règlement. Donc, pour vous, 2 à 3, ça ne pose pas de problème la première fois. Par la suite, c'est de 2 ans, si j'ai bien compris la volonté des collègues. Mais vous voulez aussi qu'il soit accompagné d'une hausse conséquente du montant des droits fixés par règlement. Mais en fait, c'est simplement qu'à l'heure actuelle, la proposition du projet de loi n'est pas complète, là, à notre sens, parce que justement, il n'y a juste pas non plus le règlement qui fixe là, en fonction de la cédule des paiements là, des permis de claim. Donc, cet ajustement-là supplémentaire devrait être fait pour être cohérente avec la modification qui est proposée à l'article 48. Donc, c'était la nature de notre commentaire là, pour cet article-là. Oui, mais je veux juste comprendre. Pour vous, il n'y a aucun enjeu que le législateur, en fait, qu'on accepte ce qui est proposé au niveau de 3 ans, la première fois. Non. En fait, disons que c'est plus un enjeu limité. Là. Nous, on avait des préoccupations qui étaient plus grandes par rapport à d'autres articles. Donc,
faire un peu aussi la balance des inconvénients. Puis dans ce cas-ci, on préférait que ça reste à 2 ans, mais on comprend que les objectifs du gouvernement, puis dans ce cas-ci, les effets sont quand même moins importants à notre sens que d'autres propositions qui sont qui auraient des impacts beaucoup plus importants là, sur les activités minières et la protection de l'environnement. Oui, j'ai bien compris, c'est très clair. Il y a, en fait, ce que vous soulevez, c'est il y a les claims au niveau des mines, il y a aussi la protection de l'environnement, il y a le morcellement des terres agricoles, mais je voulais quand même préciser, c'est la première fois que je vois un tel commentaire dans tous les rapports, que pour vous, 2 à 3, ça ne pose pas de problème, mais vous voulez que, au niveau des frais payés par règlement, qu'il y ait une bonification. C'est ce que j'ai bien noté. J'ai entendu votre échange avec les collègues sur le morcellement des terres agricoles. Je vais vous poser la question que j'ai posée aussi à Équiterre tout à l'heure. Vous êtes pour, mais que ça soit limité à une utilisation agricole. Est-ce que j'ai bien compris? Ou pour vous, le morcellement, on ouvre la porte à quelque chose de grand. Et est-ce que, tel que libellé, j'ai vu vos commentaires, tel que libellé, votre première impression à la lecture de ce projet de loi, avant de venir en commission, était que le gouvernement ouvre une porte à tout type d'exploitation et on n'a pas précisé que c'est pour l'agriculture? En fait, juste pour préciser la position, en fait, nous, on est surtout en accord avec le fait de soutenir une diversité de modèles agricoles qui soient viables, puis notamment avec des modèles agricoles qui soient peut-être plus portés vers l'agriculture biologique et éco-responsable. Donc, c'est plus la portée de notre commentaire. On n'est pas pour directement, je dirais, le morcellement des terres agricoles, là, simplement pour le remettre en perspective. Je dirais pas qu'à la lecture, on a immédiatement conclu que ça ouvrait une porte à ce que ce soit pour des activités autres qu'agricoles. Cependant, pour nous, ça manque de balises, puis on aimerait ça qu'il y ait des précisions qui soient formulées à cet article, cette proposition-là de modification, pour que justement on puisse assurer de conserver la vocation agricole des terres qui pourrait être l'objet d'un morcellement. Je vais probablement refaire ma question. Je ne dis pas que vous êtes pour, désolé, pour le morcellement. Je l'ai mal exprimé au début. Il y a un maraîcher qui nous a présenté son modèle d'affaires hier. On comprend le rôle de la relève d'affaires. On comprend qu'on a de la misère à trouver des personnes qui aiment ça, travailler dans le domaine de l'agriculture. Mais si c'est balisé, pas tel qu'on a maintenant, pas l'article tel qu'il est formulé maintenant, pour vous, vous voyez d'un bon œil le morcellement pour une utilisation agricole. Je précise agricole, pas toute autre activité. Vraiment, activité agricole, je dirais une limitation de l'utilisation de la terre. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez d'un bon œil? Oui, en effet, c'est pas une mesure à laquelle on s'oppose parce que ça peut également permettre le développement de mesures de pratiques agricoles qui soient plus éco-responsables. C'est très clair. Je vais terminer avec la compensation. Pour vous, l'article du projet de loi, je pense 66.1, vous voulez complètement retirer cet article qui donne un pouvoir additionnel au ministre et qui est lié à la possibilité pour le gouvernement de compenser pour la perte des territoires agricoles. Pour vous, il n'y a pas question que le principe d'évitement compensation, on doit l'amender. Ça veut dire qu'on ne doit pas aller dans ce sens. Bien, pour nous, en fait, c'est que ça doit vraiment s'inscrire dans une réflexion beaucoup plus large que le simple allègement administratif parce que je le comprends là, que ce sont déjà des mesures qui, à l'occasion, sont réalisées. Cependant, ça doit rester exceptionnel. Puis tel qu'inscrit en ce moment, il n'y a pas suffisamment de balises. Puis on vient quand même inscrire... Ça peut servir de cheval de Troie pour avoir des situations beaucoup plus critiques et négatives là, au niveau de la compensation. Maître Doré, merci beaucoup pour l'échange et les clarifications et merci pour votre passage en commission. Merci. Merci à vous.
Merci. Nous poursuivons cette fois-ci avec la députée de Mercier. Merci, merci beaucoup, Maître Doré, pour votre présentation. Comme d'habitude, le CQDE nous donne toujours des mémoires très, très touffues et très claires et faciles à comprendre pour les gens qui ne sont pas avocats comme nous. Je voudrais vous parler des compensations. Vous mettez donc en garde le gouvernement. Vous avez eu la discussion avec la partie gouvernementale sur ça. Et je pense que c'est vers là que ça s'en va, le gouvernement décide quand même d'aller de l'avant, alors que vous dites que ça devrait être en dernier recours, surtout quand on sait ce qui s'est passé jusqu'à maintenant avec les milieux hydriques et les milieux humides, où à cause de la compensation financière, bien, finalement, on ne protège pas ces milieux sensibles-là. Qu'est-ce que vous proposez comme balise qui devrait être ajoutée? Puisque le gouvernement probablement va décider de continuer à aller dans cette voie-là, ça serait quoi les balises qui devraient être ajoutées pour dire, OK, là, il peut y avoir une compensation pour les terres agricoles? Bien, je pense que de manière très claire, il faut d'abord qu'on précise que l'évitement, donc éviter d'exclure les terres agricoles, les dons des terres agricoles, ça devrait être la première mesure qui est mise en place. Donc, essayer d'éviter les pertes de terres agricoles. Et ensuite, ça devrait être précisé également que la compensation serait en nature, donc une terre pour une terre avec la même superficie. Ça devrait également être priorisé. Et finalement, bien, c'est vraiment que la compensation financière devrait être un dernier recours. Et il faut nécessairement qu'il y ait également tout un système de réfléchi sur quels seront les montants qui seront donnés en termes de compensation financière, dans quelle situation est-ce que ça pourrait être utilisé, parce qu'il faut justement qu'on arrive à limiter cette utilisation-là pour que ça ne devienne pas la norme. OK. Est-ce que ça, c'est des choses peut-être que je ne les ai pas vues dans votre tableau que vous proposez, ou simplement vous dites qu'il faut retirer ça? Mais c'est ça, nous, on ne les proposait pas dans le cadre de ce projet de loi-là parce qu'on pense que ça devrait être réfléchi plus en profondeur et ailleurs, exactement. Parce que là, on touche à des éléments qui ne concernent pas uniquement l'allègement du fardeau administratif. Par rapport au projet minier, vous dites que si, par exemple, ici, on augmente la superficie du territoire qui fait l'objet d'un bail minier, bien, ça devrait être assujetti à la réalisation d'une évaluation environnementale. On a eu le ministre de l'Environnement qui nous dit que lui, les évaluations environnementales, c'est pas important pour lui si pour des projets très polluants comme le troisième lien. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus pour que la ministre et la partie gouvernementale vous entendent par rapport à cet aspect-là? Oui, c'est que dans le fond, un des impacts qui serait possible de ce projet de loi-là, c'est qu'on aurait une scission des projets miniers qui pourraient être proposés. Donc, par exemple, là, diminuer les tonnages qui sont par projet pour faire en sorte de se retrouver, par exemple, en autorisation ministérielle plutôt qu'en évaluation environnementale, ou simplement de limiter pour différents projets pour tenter d'éviter l'évaluation environnementale complètement. Nous, on estime que c'est dommageable pour les communautés, pour la protection du territoire, puis aussi d'un côté administratif, parce que si on fait une scission de projet, bien, ça fait plus de dossiers à être traités par le ministère de l'Environnement que si on passe par l'évaluation environnementale, qui, oui, est plus lourde pour le promoteur a priori, mais qui, au final, assure un meilleur encadrement par le ministère de l'Environnement. Okay. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci. Nous poursuivons cette fois-ci l'échange avec la députée de Gaspé. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Madame Doré. Maître Doré, en fait, j'aimerais vous entendre, en fait, par rapport à la question des claims. On a entendu l'Union des municipalités du Québec et la FQM également là, parler de la possibilité d'abroger l'article 246 pour qu'il n'y ait plus préséance, les claims aient plus préséance sur les schémas d'aménagement. Est-ce que vous pourriez nous donner votre avis là-dessus et qu'est-ce que ça viendrait régler là, par rapport à tous les conflits qu'on peut entendre là, entre les municipalités, les gouvernements, les minières et tout ça? Oui. Bien, en effet, c'est vraiment un enjeu important. Le fait que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme inclut une supériorité, là, disons, là, de toutes les activités minières par rapport à la planification territoriale. Nous, on a participé justement à la conversation nationale sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire et c'est une recommandation qu'on a fait au MAMACH de retirer cet article-là, mais également de revoir tout le système de préséance, donc de ne pas faire en sorte que ce soit
le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles qui, en premier lieu, peut affecter des terres à certains usages, dont des usages miniers, mais de revoir cette préséance-là pour que les municipalités puissent avoir un plus grand rôle à jouer dans l'aménagement des territoires, notamment là, si on pense à la protection de territoire par l'entremise d'aires protégées, ça cause problème dans ce cas-ci. Si on a quelques secondes là, pour terminer, est-ce que vous pourriez nous rappeler, là, en conclusion, quand vous avez parlé de renforcer les conditions quand on parle des activités de prospection, à quoi vous faisiez référence? En fait, nous, on s'inspire beaucoup, justement, comme je le mentionnais, du modèle ontarien. Puis dans ce cas-ci, c'est qu'il y a des formations qui sont données quand on demande un permis de prospection. Ces formations-là touchent notamment à l'acceptabilité sociale des projets, mais aussi à toute la consultation des Premières Nations et des peuples inuits. Donc, nous, on estime que de la même façon, on devrait s'inspirer de ce modèle-là pour ajouter au permis de prospection plutôt que de les retirer du régime minier du Québec. C'est bien, merci. Merci. Alors, merci, Mme Doré. C'est tout le temps que nous avions avec vous. Merci beaucoup pour votre contribution à l'avancement des travaux de la Commission. Nous vous souhaitons bonne fin de journée. Alors, nous allons suspendre... Oui, merci. Nous allons suspendre quelques instants.